On en est dans les derniers réglages. Alors, ça s'en vient. On va laisser quelques instants aussi. Vous devriez excuser. C'est la première fois qu'on fait un webinaire et nous sommes excessivement contentes de le faire avec vous. Donc, je me présente, France Legault, conseillère pédagogique pour le récit de l'enseignement privé. Je suis accompagnée de 2 personnes, donc je les laisse se présenter. Julie Rodin, je suis ergothérapeute. Et bonjour, je suis Maud Lamoureux, je suis conseillère pédagogique pour le récit de l'enseignement privé. Je suis la collègue de France. Tout au long du webinaire, vous me verrez souvent regarder à ma gauche. Pourquoi? Parce que je vais filtrer les questions et les réponses pour les transmettre à France et à Julie. Soyez rassurés, si on ne répond pas présentement à vos questions, nous allons y revenir et nous allons pouvoir vous donner des réponses à la fin du webinaire ou au courant des prochains jours. En ce sens, je tiens à souligner que Noémie Hébert-Lalonde, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est neuropsychologue, a aussi validé l'ensemble du contenu de la formation à laquelle vous assistez ce matin. Donc, pour commencer, quels sont nos objectifs aujourd'hui? Pour nous, notre objectif de formation, on veut vraiment vous expliquer, vous faire comprendre que le flexible seating, qui est une terminologie qu'on va utiliser aujourd'hui, ou l'aménagement flexible, c'est plus que seulement un aménagement flexible ou physique. On ne parle pas seulement de meubles. Donc, pour le reste de la présentation, nous allons essayer d'utiliser le terme environnement d'apprentissage flexible. C'est une longue expression. C'est une longue expression. Pour le déroulement, donc, nous allons passer à travers des concepts de base. Ensuite, on va regarder l'impact de ces aménagements sur la réussite. On va vous poser des pistes de réflexion. On part ensuite du côté plus technique. Quel est notre point de départ? Concrètement, en classe, comment ça va se passer? L'aménagement en soi, les retombées et finalement les retombées pour les élèves. Avant d'aller plus loin, on va vous laisser quelques instants pour prendre votre document du participant, vous installer. Et pour commencer, j'aimerais que vous preniez conscience de comment vous allez. Pas comment vous allez si vous vous sentez bien, mais comment vous êtes placé dans votre local présentement. Comment vous vous sentez? Est-ce que votre chaise est trop dure? Est-ce que votre bureau vous convient? Est-ce que la luminosité est bonne? Est-ce que l'air ambiant vous convient, la température? Prenez conscience un peu de l'environnement dans lequel vous êtes et de la position dans laquelle vous êtes assis. Le fait de juste prendre connaissance de tout ça, ça peut avoir amené certains d'entre vous à y voir certains irritants. Donc, on va vous laisser vous placer confortablement et ça nous amène à voir qu'on n'est pas présentement, en tout cas, vous n'êtes pas dans un environnement d'apprentissage flexible. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être intéressé à ce qu'on vous dira, puisque c'est vous-même qui avez choisi le sujet de vous inscrire au webinaire aujourd'hui. Donc, on a espoir que le sujet d'intérêt vous amène à être suffisamment attentif pour écouter ce qu'on aura à vous dire. Si on commence par les bases, donc, on va juste vraiment définir en soi qu'est-ce qu'un environnement d'apprentissage flexible. Ce que vous devez savoir, c'est que l'aménagement scolaire a pour but premier, donc quand on pense à changer notre aménagement, parce qu'on veut enseigner différemment. Ce n'est pas seulement changer le mobilier, ce n'est pas nécessairement le rajeunir. Peut-être que vous êtes dans une classe qui aurait besoin d'un petit rajeunissement ou que ce n'est pas vous qui avez choisi le mobilier. Toutefois, à la base de cette tendance, et je vais aller plus loin de cette vision de l'éducation et de l'enseignement, c'est vraiment parce qu'on veut changer nos pratiques pédagogiques. Ça va être le point de départ. L'autre élément qui nous semble très important de soulever, c'est qu'on veut vraiment adopter cet aménagement-là afin de soutenir les besoins pédagogiques des vôtres, des enseignants, mais aussi ceux des apprenants. Alors, comprenez bien que simplement d'utiliser l'expression flexible seating, que de limiter ça à la part du mobilier, c'est quelque chose qui est un peu réducteur. Alors, quand on va parler d'aménagement d'apprentissage flexible, on va vous demander d'avoir une vision périphérique pédagogique qui est beaucoup plus grande. Oui, on va parler de mobilier, mais on va d'abord et avant tout parler d'assises pédagogiques et de changements dans les pratiques pédagogiques, pour éviter que du mobilier que Julie va vous présenter tantôt en soit réduit à justement ne pas être flexible. Alors, gardez-le en tête. Oui, on parle de mobilier,
mais on va également parler de changement de pratique pédagogique tout au long du webinaire. On vous le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, je surveille ça attentivement. Je me permets, Maud vous a parlé de mobilier pédagogique que Julie va vous présenter plus tard. Je tiens à souligner la part de Gros et Boutier. Donc, tout le mobilier que vous allez voir aujourd'hui provient de chez Gros et Boutier. Vous aurez les coordonnées plus tard. Toutefois, ils ont été d'une grande gentillesse et nous avons collaboré là, avec eux pour vraiment prendre le mobilier qui pourrait être adapté à vos besoins. Tu as parlé tantôt, Maud, du terme flexible seating qui fait image sur la position assise, une position assise variée. Donc, c'est une pédagogie qui demande à ce qu'on soit un peu plus flexible dans ce qu'on accepte comme position assise, position d'écoute. En anglais, on voit que le terme flexible seating, on voit une image de la position assise. Et je dirais qu'en français, on a tendance à réduire par la traduction avec aménagement flexible encore plus à l'idée du mobilier. Et c'est ce qu'on veut dégager. On veut s'éloigner un peu pour avoir l'image globale de la philosophie, de la pédagogie. Et c'est pourquoi on voit apparaître présentement dans la littérature les termes environnement d'apprentissage flexible. Et encore, il y a aussi, on voit le nouveau terme environnement d'apprentissage agile. Quelle est la différence entre la flexibilité et l'agilité? Bonne question. Ça peut se ressembler, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne vous cacherai pas qu'on s'est questionné un petit peu. En cas de flexibilité, je vais vous donner un exemple. Le gymnase de votre école. Ça a peut-être à faire plein de choses. Le spectacle de fin d'année, le spectacle de Noël, recevoir des invités, avoir des conférences, mais aussi une salle de cafétéria pour vos élèves. Dans ce cas-là, on peut dire que votre gymnase est flexible. Mais a-t-il été conçu spécifiquement pour répondre à ces besoins? Pas nécessairement. Probablement, quand on a construit l'école, on a voulu construire un gymnase, mais il sert à d'autres choses. Quand on parle d'apprentissage, d'environnement d'apprentissage agile, on parle de lieux qui ont été conçus pour de multiples utilisations. Donc, possiblement que votre gymnase a des éléments qui pourraient servir vraiment à la cafétéria. Est-ce qu'on a pensé au son d'avoir des enfants qui dînent là? Peut-être que la sonorité, l'acoustique n'a pas été prévue pour ça. Si on avait voulu vraiment le développer en ce sens, on aurait dès le départ identifié quelles utilisations seront prévues pour ce gymnase. C'est là qu'on parle d'agilité et non pas de flexibilité. Et si je peux me permettre, si vous suivez ce qui se passe dans les médias, vous allez constater qu'on souhaite dorénavant, les architectes veulent plancher là-dessus pour que les nouveaux espaces de travail dans les écoles soient conçus non pas de façon flexible, mais de façon agile, en respectant plusieurs contraintes, dont l'acoustique, dont la luminosité dont on va reparler tantôt, et justement le multi-usage du mobilier. On essaierait d'éviter les usages uniques. Quand on parle de l'aménagement d'environnement d'apprentissage flexible, il faut savoir qu'un principe de base, c'est que le mobilier et l'aménagement en soi va être toujours mobile. Il va se passer plusieurs choses dans votre environnement, mais ça ne veut pas dire que c'est une classe qui sera catastrophique, chaotique, ou j'avais le mot bordélique. Donc, et que vous soyez catastrophique. Donc, c'est important de comprendre, oui, il va se passer plusieurs éléments en même temps. Toutefois, ces éléments vont se produire dans une classe qui est ordonnée et qui a en tête un souci d'esthétisme. On pourrait parler d'un chaos organisé esthétique au service de la pédagogie, dans le fond. Oui, exactement. Pourquoi la classe flexible? On va vous amener maintenant à réfléchir à votre pratique. À réfléchir, si vous nous écoutez en tant que directeur d'école ou en tant que conseiller pédagogique, est-ce que l'aménagement flexible de votre classe, de votre bureau, de votre établissement scolaire permet de supporter les apprenants dans leurs apprentissages? Et on parle vraiment d'apprenants, parce qu'on dit souvent à la FEF, même les adultes, on est apprenant à vie. On est apprenant à vie, on est en état perpétuel. Alors, est-ce que l'aménagement physique de vos lieux de travail nous permet de réaliser quelles sont les valeurs, reflètent bien la vision pédagogique de votre école? Pensez-y. J'en profite juste pour faire un petit rappel, on l'a déjà dit. La classe flexible, c'est plus que du mobilier. C'est une pédagogie qui est flexible, qui permettra à vos élèves, à vos apprenants et même à vous-même, parce qu'on l'a dit, on est toujours apprenant, de développer ses aptitudes sociales, de combler ses besoins affectifs et de développer ses apprentissages.
Est-ce que tous ces éléments, on peut le voir dans l'aménagement que vous avez en ce moment? Est-ce que ça donne envie d'apprendre? Est-ce qu'on a envie d'y passer du temps? Donc, le but de développer ce type de pédagogie va surtout penser à servir la collaboration et à développer aussi l'autonomie chez vos élèves. Donc, ce sont des éléments qu'on cherche à faire. Comment, dans un aménagement flexible, la collaboration, comment va-t-elle se vivre en classe? Comment on va pouvoir la voir? Ce que vous devez savoir, c'est que la collaboration se doit être volontaire, donc non imposée. De former des équipes de travail, on n'est pas en train de développer une collaboration qui est volontaire. Elle doit vraiment devenir une motivation intrinsèque. Et le but de la collaboration entre les apprenants est de poursuivre des buts communs. Donc, probablement peut-être sur une tâche ou sur répondre à un besoin précis. Ça doit aussi permettre à chaque membre de l'équipe d'être acteur au même titre et de partager des ressources, des responsabilités et des tâches. Donc, c'est important de comprendre que lorsqu'on collabore, on a tout le monde un apport, mais l'apport n'est pas toi tu fais la partie 1, toi tu fais la partie 2. On a un commentaire très intéressant qui vient d'apparaître dans le fil de la conversation. Une personne dont, pardonnez-moi l'expression, pardonnez-moi, je ne vois que les premières lettres, alors je ne vous nommerai pas. On aime l'ambiance de communauté qui va se dégager de la classe. Oui. Alors, on voit que c'est vraiment un espace de travail qui va refléter les valeurs et qui va permettre aux apprenants de se sentir bien, tout à fait. Et ça va bien au-delà de l'esthétique d'un tabouret ou de la couleur d'un objet. L'aspect communautaire implique aussi un aspect social. Oui. Dans le flexible sitting, effectivement. Donc, je me permets une question. Je reviens sur la collaboration. Savez-vous collaborer? Comment apprend-on la collaboration? Enseignez-vous à vos élèves à collaborer? Avant de penser à un aménagement flexible, ça va être vraiment important d'enseigner la collaboration. On va y revenir plus tard. Ce qu'on peut constater toutefois, en changeant l'aménagement des classes, c'est qu'il va y avoir plus d'interaction entre l'enseignant et les élèves. Et du côté des élèves aussi, il y aura plus de collaboration entre eux. On veut que les élèves soient investis dans leur travail, qu'ils découvrent qu'ils ont des buts communs et qu'ils collaborent afin de développer des relations sociales saines et de bonnes pratiques qu'ils pourront garder ensuite tout au long de leur vie. Parce qu'on se rappelle que la mission de l'école, ce n'est pas seulement que d'éduquer, c'est également de socialiser et d'apprendre à socialiser de la bonne façon. On va en reparler un petit peu plus tard, mais de travailler en espace d'aménagement flexible, on est en train également de former les citoyens de demain. Et on est en train également de modéliser le respect des espaces communs qui sont partagés. On va en parler plus tard. Donc, c'est important aussi, on peut se permettre d'apprendre des autres. Qu'est-ce que l'autonomie, Julie? On vient de parler de la collaboration. Oui. On te relance sur cet enjeu-là, qui est crucial en classe. L'autonomie, on cherche. Mais avec l'environnement d'apprentissage flexible, on augmente l'autonomie de l'élève dans son environnement et dans ses apprentissages. Donc, l'élève doit connaître ses besoins, doit connaître ses limites. Il va faire des choix dans son environnement en fonction de ça. Il va devoir assumer les conséquences de ces choix-là. Et avoir une certaine rétroaction quand ça ne fonctionne pas nécessairement ou quand ça fonctionne bien aussi. Et si ça ne fonctionne pas comme il souhaiterait, il doit avoir une certaine résolution de problème pour changer la situation. Donc, on développe l'autonomie de l'élève pour le responsabiliser dans son apprentissage et le fait de le responsabiliser le rend partie prenante du processus d'apprentissage, ce qui stimule beaucoup l'engagement des élèves et donc augmente beaucoup la qualité d'apprentissage. Julie a mentionné un point très intéressant. On veut que l'élève apprenne à reconnaître lui-même ses limites pour qu'il soit capable ensuite d'effectuer les bons choix. Sauf que, est-ce que l'enseignant a lui-même communiqué des limites très claires en classe du point de vue de sa gestion de classe? Qu'est-ce qui est acceptable dans un contexte social et ce qui ne l'est pas? Alors, il ne faut pas présupposer que le travailleur en aménagement flexible ne demandera pas de, pardonnez-nous l'anglicisme, de coacher les élèves là-dedans.
on va avoir besoin d'une période de transition, surtout si les élèves, les années précédentes, ont été habitués de travailler, pardonnez-moi l'expression, mais en randonnée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de règles Absolument pas. qui sera établie avec les élèves. D'où vraiment, c'est une classe où il se passe plusieurs éléments, c'est super dynamique, mais ce n'est pas chaotique. Tout à fait. On va plonger maintenant dans le besoin social. Parce qu'on en a parlé tantôt de la mission de l'école. La mission de l'école est bien d'éduquer les élèves, mais également de leur permettre de socialiser. Et Dieu sait que c'est facile de se rabattre sur les médias pour entendre parler de façon assez négative, des fois, des jeunes. Sauf que nous, on est capable d'y contribuer en tant qu'éducateurs. Alors, au secondaire, il y a un sentiment de groupe qui est très fort. On ne se le cachera pas, les parents, les enseignants perdent de leur pouvoir d'attraction au profit des amis. Alors, ce type de pédagogie-là répond aux besoins. De quelle façon est-ce qu'on va montrer aux jeunes à s'autoréguler, à développer un sentiment d'appartenance très, très fort par rapport à leur milieu, parce qu'ils vont se sentir bien d'y aller avec les classes, et aussi, ce qui permet aux enseignants du secondaire, parce que c'est parfois un défi, François, on ne se le cachera pas. Et là, on sait qu'on s'adresse aux enseignants du primaire. Toutefois, soyons honnêtes, entre la 6e année et le secondaire, on parle de 2 mois. Donc, en 2 mois, on veut vraiment que vous sachiez, oui, on vous fait une parenthèse secondaire qui s'applique peut-être qu'on a déjà des élèves qui, à partir de la 5e année, sont déjà rendus à avoir des comportements de niveau secondaire. Okay. Au primaire, l'ambiance sociale, elle est déjà très, très présente aussi. On va souvent parler d'adolescence précoce. Alors, il y a des comportements ces dernières années qu'on a vu se présenter de plus en plus tôt avec les élèves. Ça va être important de se garder des espaces pour personnaliser. Ça va être important aussi de se garder des espaces qui vont représenter la couleur de chacun des enseignants. On va vous demander de faire attention toutefois à l'occupation de l'espace. Retournez-vous. Si vous êtes un enseignant du primaire qui nous écoutez présentement de l'intérieur de votre local, est-ce qu'il y a une surcharge visuelle? Est-ce qu'il n'y aurait pas un abus dans tout le matériel que l'on trouve dans votre classe? Souvent, ça se passe un petit peu moins au secondaire. Les enseignants du secondaire, des fois, on peut peut-être vous encourager à pimper ça un peu plus. On va vous demander de jeter également un œil ou de penser aux espaces que vous partagez. Ne serait-ce que la section des casiers. Est-ce que c'est ergonomique? Est-ce que les élèves sont facilement capables d'aller accrocher leur mitaine, leur salopette? Peuvent-ils rapidement retrouver leur matériel? Les aménagements d'apprentissage flexibles au niveau social, ça ne se passe pas simplement dans la classe. C'est partout à l'intérieur de l'école. Ce qui fait que quand on parle d'espace commun, d'espace partagé, on a de belles occasions d'apprendre, oui, à connaître ses limites, à connaître celles des autres aussi, et d'apprendre à se tolérer. Donc, on est aussi en train d'apprendre le vivre ensemble. C'est important de le faire au primaire, parce que le primaire, on envoie ensuite ces élèves-là au secondaire. Et si vous avez marché dans une école secondaire, ou même souvent avec les 5e, 6e années, on va reprendre les élèves au niveau de l'occupation des espaces publics, le savoir-vivre. C'est un outil pour la vie. C'est un outil pour la vie. Constamment. Tout à fait. Tout à l'heure, Maud vous a parlé de personnaliser les lieux. Il y a vraiment une distinction à faire. Vous allez probablement personnaliser votre classe. Vous avez peut-être décidé d'une thématique. Vous avez fait imprimer plusieurs éléments. Vous avez affiché plusieurs éléments. Toutefois, sachez que vous allez personnaliser vous-même votre espace. Qu'en est-il des élèves? Ont-ils eu un droit de regard sur la thématique abordée? Est-ce qu'on peut voir des traces d'eux? Est-ce qu'ils sont plus s'impliquer à l'intérieur de ça? Des fois, on veut vraiment la mettre à notre main, à notre couleur. Toutefois, ce n'est pas seulement notre classe, c'est la classe des élèves aussi. Donc, c'est des thématiques qui devront s'ajuster d'année en année, possiblement. C'est des choses qui vont changer selon le groupe dans lequel on va évoluer pour l'année. Julie, oui, en tant qu'ergothérapeute, je sens que là, mais c'est là où la madame des médias intervient. Alors, bonjour à Mira qui vient justement de nous dire que, dépendamment du groupe, France, elle reprend ton point, on va devoir adapter notre coaching. On va devoir s'adapter au groupe. Et Mira souligne un point qui est important. Il manque souvent d'espace dans les écoles. Et pour reprendre ce qu'elle a écrit, c'est pas facile pour ceux qui ont besoin de leur bulle. On va en reparler un petit peu plus tard. On parle beaucoup d'espaces communs, d'espaces partagés, de savoir vivre ensemble.
À un moment donné, on a besoin d'une pause cognitive sociale. Mais en fait, la bulle, dont on va parler plus tard, fait partie d'une possibilité qui doit être présente dans l'environnement d'apprentissage flexible. Donc, il ne faut pas voir comme l'organisation enrangée, le travail individuel ou la bulle comme faisant partie que de la classe traditionnelle. En fait, toutes les possibilités doivent être considérées tout le temps dans la classe d'aménagement flexible. Et effectivement, là, on ouvre un petit peu plus sur ce qui est la nouveauté pour parler d'aménagement flexible, mais on va y revenir dans tout ce qui est les possibilités qu'on garde tout au long de notre philosophie qui est de rester flexible et de s'ajuster aux besoins, comme celui d'être dans sa bulle. Là, on a parlé des besoins au niveau social, on a parlé des besoins au niveau de l'autonomie, ça remplissait ce besoin-là. On va aussi aller répondre à un besoin qui est celui de bouger. On entend parler beaucoup présentement de la sédentarité chez les enfants. Oui. On parle beaucoup au secondaire, mais on parle beaucoup au primaire aussi. Les enfants ne bougent de moins en moins. On présume qu'ils bougent beaucoup parce qu'ils sont jeunes, mais ce n'est pas nécessairement le cas si on regarde le quotidien complet. Ouais. Si on regarde le quotidien dans la classe, on peut remarquer que les enfants, puis même à la maison aussi, je pense que la sédentarité s'incruste un peu partout. Et le fait de leur donner un environnement d'apprentissage flexible va leur permettre de bouger beaucoup plus. On ne demande pas de transformer votre classe en gymnase, vraiment pas, mais on souhaite que le fait de bouger simplement, que d'activer nos muscles en se déplaçant, en allant chercher le matériel, en changeant de position quand on le souhaite, va activer les muscles et c'est pas anodin. C'est pas parce qu'on fait pas un redressement assis qu'on n'est pas en train de faire un effort physique, de faire une activité physique. Et c'est prouvé que ces petits déplacements-là vont servir à diminuer la sédentarité chez les jeunes. Et là, si je donne une statistique pour le secondaire, parce que c'est celle qu'on a, mais qui est quand même révélatrice du changement que l'aménagement flexible peut apporter. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Donc, au secondaire, on a remarqué que la sédentarité, donc la période où les élèves seront assis dans leur journée, est passée de 6 heures à 5 heures avec un type d'aménagement flexible. Donc, c'est à considérer. Donc, abordons maintenant quel est l'impact du changement de la conception de l'espace sur la classe, mais surtout sur un élément qui vous tient probablement à cœur, la réussite des élèves. Donc, parce que c'est exactement ça. Oui, si on voulait se fier entièrement à ce que la recherche nous demande, chacun des gestes pédagogiques que l'on pose ne devrait qu'avoir qu'un seul objectif, axé sur la réussite scolaire du plus grand nombre d'élèves. Ce qu'on réalise, on a lu quelques recherches, ce qu'on réalise, c'est quand on fait un changement pour un environnement d'apprentissage flexible, on change, oui, le mobilier, et on change notre pédagogie qui va peut-être être différenciée et axée sur l'élève. On change parfois le design architectural même de la classe. Une gestion de classe va être différente, différenciée, et même là, l'organisation physique. Donc, en faisant autant de changements, comment est-ce possible de savoir quel élément dans tout ça a un effet sur la réussite scolaire? Ce qu'on réalise, c'est que pour qu'il y ait des effets, toutefois, il faut vraiment qu'il y ait un changement dans plusieurs éléments. Parce qu'on ne se le cachera pas. En éducation, quand on est dans le quotidien avec les élèves, il y a tellement de variables que l'on pourrait isoler pour essayer d'aller cibler la réussite scolaire que dans la pratique, ce n'est pas nécessairement réaliste. Alors, écoutez bien ce que France va vous dire, parce que c'est justement ça, une combinaison de tous ces facteurs-là qui va mener à davantage de réussite scolaire chez les élèves et non pas un seul. Dans le fond, ce qu'on réalise aussi, c'est que les retombées de ça, l'impact, oui, peut-être que les résultats scolaires n'augmenteront pas de façon considérable. Malheureusement, on n'a pas une recette qui va faire que vos élèves vont augmenter tous de 25% demain matin. Toutefois, ce qu'on réalise, c'est que les résultats scolaires, c'est un élément parmi tant d'autres. Qu'on parle de décrochage, qu'on parle de poursuite d'études, de motivation, de plaisir à apprendre. Julie vous dirait probablement de problèmes de santé physique, mais aussi mentale, du besoin de socialisation, de développer des compétences variées qui ne sont peut-être pas dans le curriculum, qu'on n'évaluera probablement pas à la fin de l'année. Mais ces élèves-là, on va les recroiser plus tard, probablement, dans un autre ordre d'idée, dans un autre contexte complètement. Et peut-être que c'est là qu'on va constater tous les apprentissages qui ont été faits. Et sans nécessairement, simplement se fier à la recherche, on peut prendre notre expérience à nous en tant qu'adultes.
quels sont les espaces où on a envie de retourner, de passer le plus de temps. Ce sont ceux où l'on se sent bien. Alors, si on se sent bien dans cet espace-là en tant qu'adulte et que ça a un impact sur notre humeur, on peut présumer que des espaces qui sont conçus pour les enfants, avec leurs yeux d'enfants ou avec leurs yeux de jeunes, des espaces dans lesquels ils vont bien être, ils vont avoir envie d'y passer davantage de temps. Puis je pense, France, tu dis qu'on doit changer plusieurs variables pour avoir un impact. Puis je pense que juste d'assister au webinaire, vous avez l'intention d'ajuster votre pédagogie. Cette philosophie-là, vous l'avez en vous inscrivant. Donc, juste dans l'intention de changer cette philosophie, ça change automatiquement plusieurs variables. Donc, ce n'est pas une conscience que vous avez à avoir pour chacune des variables, ce qui peut paraître lourd. Ça se fait aussi vraiment d'une façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus agencée en changeant votre mode de pédagogie. On a été capable toutefois de constater que le design, donc la beauté des lieux, fait augmenter les résultats scolaires en mathématiques, en écriture et en lecture. Et là, quand on y pense réellement, vous, Maud l'a dit, où êtes-vous plus motivé? Dans un endroit vieux qui ne correspond peut-être pas à vos goûts ou dans un endroit qui est dynamique, jeune et dans lequel vous vous sentez bien? Ne vous inquiétez pas, on est beaucoup en train de parler de recherche depuis tantôt. On a lu, je vous dirais, des centaines. Si combinés à 3, ce ne sont pas des milliers de pages par rapport aux environnements d'apprentissage flexible. À la fin de la présentation. Vous l'avez déjà reçu. Vous l'avez déjà reçu dans votre courriel. Il y a la bibliographie. N'hésitez pas à la consulter. C'est des ouvrages qu'on a vraiment utilisés pour faire le webinaire d'aujourd'hui ou d'autres éléments auxquels on a réfléchi. Donc, qui ont un lien indirect peut-être aussi avec le webinaire. Tout à fait. Alors, l'argument que l'on veut vous dire, Mira l'a encore mentionné tantôt, elle utilise un mot qui est très intéressant, c'est l'amalgame. Certes, vous avez des personnes qui sont des détracteurs et qui vous disent, oui, mais de quelle façon est-ce que, comme Julie vous le présentera tantôt, un tabouret coloré pourrait changer la réussite scolaire de mes élèves? Quel impact est-ce que ça pourrait avoir? Ce n'est pas simplement le tabouret, ce n'est pas simplement la table. C'est la pédagogie, ce que vous allez faire avec. Alors, avant d'investir dans du mobilier, posez-vous les bonnes questions. Asseyez-vous, faites un exercice. Comment imaginez-vous la valse pédagogique à l'intérieur de votre classe? Est-ce que vous souhaitez décloisonner? Souhaitez-vous travailler en atelier? Souhaitez-vous travailler en plan de travail? Parce que tout ça va avoir un impact sur le choix du mobilier que vous allez faire ensuite, qui va répondre à vos besoins pédagogiques. Également, que vous soyez au primaire ou au secondaire, apprenez à porter d'autres lunettes. Mettez-vous à la hauteur des apprenants de votre classe. Est-ce que vous enseignez en secondaire 5 et les apprenants font une tête de plus que vous? Ou est-ce que vous enseignez à des petits élèves qui sont constamment en train de chercher à se réapproprier les meubles qui sont autour de vous? Alors, pensez-y parce que l'aménagement flexible et la réussite scolaire, ce n'est pas simplement lié au mobilier, c'est un amalgame de choses. On parle d'un autre élément important. Tout à l'heure, on vous a parlé de mettre à votre image, de vous impliquer dans votre milieu. La recherche a démontré, et là, je reviens encore avec la recherche a démontré qu'il est important, les réussites, les retombées sont beaucoup plus grandes quand l'enseignant s'est impliqué dans le choix du mobilier. Parce que dans le fond, on vient de vous demander, quand Maud vous parle de redéfinir votre pédagogie, de vous redéfinir vous-même. De redéfinir l'image de l'enseignant que vous avez. Peut-être que vous êtes déjà dans ce type de pédagogie-là et que les meubles viennent juste terminer. Mais peut-être que vous n'êtes pas là. Peut-être que vous évoluez pour l'instant dans une classe traditionnelle et que vous avez envie de réfléchir à votre position. Donc, c'est tout là, c'est le moment donc de vous impliquer dans tout ça, dans tout le déroulement. Et c'est là aussi où on a découvert que quand l'enseignant est impliqué, il y a plus de changements dans sa pédagogie. Toutefois, quand le mobilier est impliqué. Toutefois, on se permet de vous dire, donnez-vous 3 ans. On l'a découvert, les recherches le disent, et nous-mêmes, comme profs. Ce qu'on peut vous dire, c'est pensez pas que demain matin, tout va changer. Ne vous donnez pas non plus septembre comme point de repère dans le temps. Donnez-vous 3 ans. L'année prochaine, vous allez faire des changements. L'autre année d'après, vous allez juste revenir sur ce qui n'a pas bien fonctionné pour vous. Faire des ajustements. La 3e année, vous allez pouvoir vous attaquer peut-être à d'autres morceaux. Allez-y un petit peu à la fois. Ça va être important pour vous de développer un sentiment d'efficacité.
Dernier élément sur lequel on peut revenir pour votre développement. Donnez-vous le droit à l'erreur. Donnez-vous le droit de tout remettre tout le monde pour vous donner le temps de souffler. Donnez-vous le temps de peut-être juste commencer petit à petit. Laissez-vous du temps et laissez-vous le droit de vous tromper, de vous ajuster. Et ça va être important que vous vous le donniez parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et ce droit à l'erreur-là, on va en reparler plus tard, mais ça va être important aussi de donner à vos élèves. Si tu me permets, de se donner le droit à l'erreur quand on est en train de créer un environnement d'apprentissage flexible, c'est également de toujours d'avoir en tête l'agilité. Combien d'enseignants avons-nous accompagnés qui ont choisi du mobilier avant de changer leur pédagogie et qui, très, très peu de temps après, se rendent compte que le mobilier qu'ils ont choisi ne correspond pas du tout à la valse pédagogique, au déplacement qu'il y a à faire à l'intérieur de leur classe. Alors, ça peut être très varié, ne serait-ce que le choix des éléments sur lesquels les élèves vont s'asseoir, ne serait-ce également que les tables. Des fois, il y a trop de tables, il n'y a pas assez de tables. C'est un petit peu comme si on aménageait dans une nouvelle maison. Et il y a souvent des décisions que l'on prend sur papier, mais quand on les vit réellement ensuite, on se dit, voyons donc, hein, il me semble que cette armoire-là, je l'aurais placée à un autre endroit. Donnez-vous du temps aussi pour être capable de vivre dans votre environnement d'apprentissage flexible, d'expérimenter la pédagogie, de voir les déplacements des élèves, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour ensuite être capable, de façon agile, de réajuster vos choix aux besoins. Ce sera aussi important de permettre à vos élèves de s'exprimer. Donc, ils vont évoluer dans votre monde. Peut-être tout de suite, dans votre nouvel aménagement, prévoir un coin sur lequel les élèves vont pouvoir écrire leurs commentaires pour que vous puissiez vous ajuster, vous aussi. Si vous sentez que vos élèves, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour eux, il va falloir se réajuster. Là où est toute la flexibilité. Donc, ce sera aussi possible et nécessaire de permettre à vos élèves et de vous le permettre à vous aussi de prendre un moment pour que ceux-ci essaient les différentes zones, les différentes assises, les différents bureaux, les différentes positions de travail et qu'ils puissent être capables d'identifier ce qui leur correspond. On est conseillère pédagogique ici, France. Oui, donc pour nous, c'est sûr que la technologie, elle est toujours un petit peu en fond d'écran pour nous. Tout à fait. Et à partir du moment où on parle d'environnement d'apprentissage flexible, on ne se le cachera pas, l'autre grosse tendance également dans les écoles, c'est l'intégration du numérique en classe. Ce n'est plus de prendre les élèves, de les amener au laboratoire, mais c'est de rendre la technologie accessible. Et quand on est en train de travailler en aménagement d'apprentissage flexible et en appareil technologique 1.1, bien c'est sûr et certain qu'il faut complètement redéfinir sa pédagogie. Je l'ai vu ici dans le fil de commentaires, c'est un petit peu comme choisir un outil technologique. Vous allez également devoir avoir ça en tête aussi. Est-ce que votre aménagement flexible va vous permettre d'avoir un impact sur la motivation des élèves? Est-ce que ça va faire en sorte que les élèves sont capables d'utiliser de façon ergonomique les outils technologiques qui sont à leur disposition ou encore les outils de création, parce qu'on parle de plus en plus aussi d'espaces maker mobiles qui vont être à leur disposition dans la classe? Est-ce qu'on est rapidement capable de s'engager dans un travail en projet, d'aller ranger le matériel et de se remettre à la tâche? Ou si tous les environnements sont complètement fermés et que ça nécessite un réaménagement très long, bien c'est là où ça peut peut-être être un peu décourageant. On va vous demander également aussi, avec la technologie, c'est possible d'avoir davantage de ressources qui vont permettre du soutien pour les apprentissages aux élèves. Et pour quelles raisons? Bien, quand on travaille de façon décloisonnée, quand on travaille avec un plan de travail, on est capable de faire davantage de différenciation pédagogique. Oui, tout à fait. Les environnements, le mobilier peut nous donner un coup de pouce. On est capable de regrouper des élèves autour d'une table ronde. On est capable également d'aller installer des élèves dans différents points pour qu'ils travaillent de façon différenciée. Mais comment est-ce qu'on peut gérer tout ça aussi autre que physiquement? Bien, avec les outils technologiques. On est capable ensuite de modifier notre pédagogie, d'utiliser les outils technologiques pour documenter les apprentissages de nos élèves. Du point de vue de l'enseignant, c'est sûr et certain qu'on ne se cachera pas, ça demande une certaine courbe d'apprentissage. On en est bien conscient, on l'a vécu en classe. France l'a mentionné tantôt. On a beau être motivé, ça prend 3 ans, parce qu'en plus, on va gérer le balai des meubles, mais aussi, on va davantage intégrer la technologie. Alors, on va avoir 2 courbes d'apprentissage. Une au niveau de la différenciation pédagogique
et une également qui va pouvoir se faire au niveau de l'appropriation de plateformes technologiques. Mais quelle source de motivation est-ce que c'est? Faites-nous confiance, plongez dans le changement, un pas à la fois, et on vous promet que vous allez avoir le goût d'aller plus loin là-dedans parce que vous allez sentir que vous faites une différence dans le soutien des apprentissages à vos élèves. Et on a souvent tendance à croire que la technologie met un mur entre nous et les élèves, mais quand on travaille avec cet amalgame-là, aménagement d'apprentissage flexible et technologie, on se rend compte qu'on les connaît encore plus un an. Ce qui me permet aussi de dire que l'énergie que vous allez investir à tout mettre ça en place, à tout installer, à passer du temps de qualité avec vos élèves, à faire de la différenciation pédagogique, ce temps-là, au final, dans 3 ans, soyons honnêtes, vous allez le récupérer en correction. Vous allez aussi probablement le récupérer en soutien d'appoint auprès de vos élèves. Vous allez avoir assez de données amassées, vous allez pouvoir vous libérer du temps en classe pour travailler avec vos élèves, ce qui va vous permettre de gagner du temps après. On commence à travailler autrement. On se rappelle l'image du prof avec toutes les piles de correction. Vous êtes au primaire, vous avez toutes les matières, vous devez corriger le soir. Il y a juste plus de petites piles, là. Mais au final, c'est autant de piles que dans d'autres milieux, notamment au secondaire. Mais dans le fond, là, vous allez travailler autrement. Vos piles, vous allez en avoir moins parce que vous allez pouvoir interagir directement avec les élèves. Et ça, on vous le promet. Et quand on les connaît mieux, on peut se permettre d'en faire moins, des fois, ailleurs. Maintenant, vous avez parlé de votre dada technologique. C'est à toi, là. Moi, j'ai mon dada positionnement. Comment vous vous sentez maintenant? Je ne veux pas que vous bougiez, seulement prendre une photo de vous. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez bien assis. J'aimerais que vous remarquiez si ça a changé maintenant. Est-ce que vous êtes toujours confortable? Est-ce que vous êtes maintenant complètement affalé sur votre bureau? Est-ce que vous êtes appuyé sur votre main? Est-ce que vous avez besoin de vous éveiller un peu en mastiquant une gomme, en bougeant le coin de votre feuille? Est-ce que vous avez une envie folle de vous lever pour aller prendre un verre d'eau? Est-ce que vous auriez préféré, je ne sais pas, moi, prendre une pause un peu plus longue pour vous remettre les idées en place? Est-ce que vous n'osez pas poser une question, mais si vous la posiez, cette question-là, est-ce que ça vous permettrait de mieux comprendre certains éléments dont on a parlé plus tôt? Est-ce que vous aimeriez partager rapidement une expérience que vous avez vécue dans votre quotidien, dans votre classe, avec votre voisine, votre voisin, pour être capable de concrétiser un peu ce qui est en train de se dire, d'assimiler un petit peu plus ce qu'on dit et d'être capable de faciliter votre nouvel apprentissage sur l'aménagement flexible? Vous me voyez venir. Dans l'aménagement flexible, il y a beaucoup de possibilités et il y a beaucoup d'éléments qui vont faciliter un apprentissage qui va être plus confortable pour chaque besoin différent. Et maintenant, vous devez savoir, on va vous le dire, on a un télésupeur derrière la caméra. À un certain moment, c'est donc, on regarde à côté de la caméra. Soyons honnêtes, donc là, Julie, on avait changé sa diapo. On vous le dit, là. Mais en fait, si je termine là-dessus, oui. Alors, que c'est de alors, il y a différents environnements d'apprentissage qui permettent toutes ces possibilités-là. Et c'est pas nécessaire que ça se fasse dans le chaos. Attention. On est désolé. Je vous pose une question. Quel est votre niveau de tolérance au chaos organisé? Est-ce que vous arrivez à vivre avec des élèves qui font différentes choses en même temps? Est-ce que vous arrivez à travailler avec toujours un petit bruit de fond? Est-ce que ça vous rend complètement insécure? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Que les élèves, eux, travaillent dans différents documents, pas nécessairement à la même vitesse, pas au même moment. Quand on vous a parlé d'outils technologiques, c'est des outils qui vont vous aider à gérer tout ça. Mais comment vous sentez-vous là-dedans? Est-ce que vous sentez le besoin d'avoir le contrôle pour que tous les élèves fassent la même chose en même temps? Ou est-ce que, dans la valse pédagogique, vous êtes capable de vous sentir en contrôle, même si les élèves ne font pas la même chose en même temps? Et ça, c'est une question que vous devez vous poser. Je ne vous cacherai pas que vous allez avoir besoin d'un temps d'adaptation. Parce que passer d'exercer
le contrôle, à se sentir en contrôle malgré le mouvement, ça demande une courbe d'apprentissage pour les élèves, qu'ils soient au primaire et qu'ils soient au secondaire. Je l'ai lu tantôt dans le fil, il faut être capable de bien sentir sa classe. Oui. Quand on travaille de façon différenciée, on finit par avoir le pouls de sa classe. On a simplement besoin d'entrer, on regarde ce qui est en train de se passer et on est capable de sentir, pardonnez-moi l'anglicisme, la vibe. Oui. Et quand on parle de vibe, on va commencer à faire référence aussi à un autre mot anglais, le flow. F-L-O-W. On n'a pas encore trouvé la bonne traduction qui nous satisfaisait en français parce que c'est le flux. Sauf qu'on pourrait parler vraiment à ce moment-là de zone proximale de développement. Quand les élèves ou quand nous, en tant qu'apprenants, on se sent bien dans un milieu, on sent qu'on est à l'aise, on est en confiance, on est capable d'entrer un peu dans notre bulle de travail. On est en train d'entrer dans ce que l'on appelle notre zone proximale de développement. Cet état de flow-là, de zone proximale de développement, on est facilement capable, ou plus facilement capable d'aller le chercher en travaillant de façon différenciée. Pourquoi? Parce qu'on va être en train d'appliquer deux consignes qui sont importantes pour cet état de flux-là, qui est décrit comme un état de concentration extrême. Mais c'est un état de concentration, de création, qui fait en sorte que souvent, on va carrément perdre la notion de temps. Combien de fois est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre pratique scolaire où on se lève la tête puis zut, hey, vite là, rangez vos choses, c'est le temps de partir pour aller à l'heure du dîner. Hey, on n'a pas entendu la cloche, c'est déjà encore la récréation. Ah non, pas déjà, on aurait continué. Les élèves et l'enseignant étaient en zone proximale de développement. Qu'est-ce que c'est? La tâche présente un niveau de signifiance pour les élèves et de 1, mais et de 2, elle est également juste assez difficile pour eux. Pas assez facile pour que les élèves se désengagent et se posent la question suivante. Bon, pour quelle raison est-ce que j'aurais à faire? Mais pas non plus trop difficile pour que ça ne corresponde pas aux besoins de l'élève. Un défi réaliste. Un défi qui est réaliste. Mais qu'est-ce que le flow vient faire dans un webinaire sur l'aménagement flexible? Bien, on va en parler tantôt de créer différents espaces. Et à partir du moment où on est capable de créer différents espaces d'apprentissage dans notre classe, bien, on est capable d'aller créer différentes zones proximales de développement pour faire de la pédagogie différenciée avec nos élèves. Et si on ne veut pas briser le flow, je vous donne un exemple. Vous, quand vous êtes installé à la maison et que vous corrigez, vous êtes dans votre état probablement de flow. Imaginez qu'on vous dit après 30 minutes, OK, on se lève, on change de place. Est-ce qu'on est en train de briser votre flow? On est en train de briser votre concentration. Alors, il y a ça aussi à quoi il faut faire attention. Naturellement, quand vous vous sentirez plus bien, quand vous serez tanné, quand vous en aurez assez, vous allez vous lever. Le moment où on cherche quelque chose à faire tout à coup, c'est le moment où on n'est plus dans le flow. Peut-être que votre flow à vous, il est de 15 minutes. Peut-être que vous aurez un flow de 2 heures parce que vous aviez vraiment envie de vous attaquer à cette tâche-là. Mais votre flow va être vraiment différent. Quand il passe le flow, ça, c'est pas une mode. C'est vraiment, c'est organique, c'est naturel. Pensez, je vous parle de correction, on pourrait parler de toute autre chose. Êtes-vous capable de cuisiner pendant des heures sans jamais lever la tête? Est-ce que ça fait partie de vos éléments qui vous intéressent vraiment? Vous avez un moment de flow. Si on ramène ça à oui, mais moi demain dans ma classe, on peut peut-être vous encourager à avoir un petit journal que vous allez tenir qui peut être simplement une grille d'observation d'élèves, quoi que ce soit. Quand vous allez créer un nouvel espace d'apprentissage flexible à l'intérieur de votre classe, notez vos observations. De quelle façon est-ce que les élèves utilisent cet espace-là? Est-ce qu'ils arrivent à tomber dans leur état de flow, dans leur zone proximale de développement, ou vous constatez que malgré toute votre bonne volonté, malgré toute l'agilité de cet espace-là, il n'y a rien à faire. Les élèves, cette année-là, ne réagissent pas bien à cet espace d'aménagement-là. Peut-être qu'ils se désorganisent. Peut-être qu'une zone que vous aviez prévue l'année dernière ne fonctionne pas du tout pour le groupe avec lequel vous évoluez cette année. Peut-être que cette zone fait juste permettre aux élèves de complètement se désorganiser. Il va falloir que vous pensiez à changer les zones. Et c'est pour ça qu'on parle d'aménagement flexible.
Et là, on parle de zone proximale de développement. Ouais, quand tu es en zone proximale de développement en état de flow, tu es complètement engagé. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ça ressemble un élève qui est physiquement engagé dans une tâche? Oui. Ben, j'aimerais, est-ce que l'engagement, c'est regarder le professeur? Est-ce que l'engagement, c'est regarder sa feuille? Est-ce que l'engagement, c'est être bien assis? Est-ce que l'engagement, c'est paraître disponible? L'engagement, c'est vraiment être en quête d'apprentissage. C'est actif. L'élève veut aller chercher ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que vous proposez l'apprentissage, vous proposez un thème, et c'est l'élève qui va aller chercher ce qu'il veut apprendre. Il y a un désir, il y a une motivation, et c'est signifiant pour lui. Dans cet état-là, l'élève apprend plus efficacement parce qu'il est un agent vraiment autant que le matériel qu'on lui offre. Donc, il est vraiment plus en quête qu'en état plus passif de recevoir. J'aime beaucoup parler, moi, d'acteur de sa réussite. Oui, l'élève, quand il est engagé, il est acteur de sa réussite. Donc, il arrive à aller chercher les éléments nécessaires pour réussir. Dans le fil de conversation, on vient de nous poser une question. D'où l'importance du temps d'adaptation, mais où et comment demander de la rétroaction aux élèves? Et il y a déjà une piste de réflexion qui nous est donnée à travers un Google Form. C'est sûr et certain que ça peut se faire de plusieurs façons. Et de un, on vous encouragerait tout d'abord et avant tout, en tant que pédagogue, à toujours saisir la vague de vos élèves. Notez vos observations. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Enregistrez-vous. Si c'est trop long, notez-le. Enregistrez-vous. Si vous avez la possibilité, parce que dans un aménagement d'apprentissage flexible, l'enseignant est très rarement en avant de la classe, l'enseignant circule. Prenez le temps, quand vous voyez que les élèves sont réceptifs, qu'ils ne sont pas engagés dans une tâche pour ne pas aller briser leur flot, prenez le temps de les questionner. Comment ça se passe? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es confortable? Si vous avez de gros groupes d'élèves que vous êtes au secondaire, la rétroaction à l'aide d'un Google Form est tout à fait pertinente. Ça peut se faire via simplement un billet de sortie. Aujourd'hui, tu es allé travailler dans tel espace d'apprentissage et il y a eu une scénarisation pédagogique qui était différente. Comment est-ce que tu t'es senti? Sentais-tu que tu avais reçu assez de consignes? Est-ce que tu te sentais confortable? Est-ce que tu as eu assez de temps? Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que tu as appris? La tâche est terminée. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens? As-tu dû changer de position? Tu sais, prenez le moment. Oui, tout à fait, pour aller voir qu'est-ce qu'il a préféré. En fait, on peut même proposer, faire certaines zones à laisser, on va y revenir plus tard, mais proposer dans l'environnement, oser. Essayer certaines zones et ensuite que les élèves puissent essayer chacune de ces zones-là et faire un retour avec l'élève, enseignant-élève, pour pouvoir justement prendre note de tout ce qu'on a perçu et de parler d'autres. Est-ce que, comme enseignant, vous êtes confortable avec ce qui s'est passé et comme élève, êtes-vous confortable avec comment vous avez appris à ce moment-là? Un petit peu plus tard dans le webinaire également, on va voir plusieurs points que Julie va aborder au niveau de l'acoustique, au niveau du visuel, au niveau de la lumière. Alors, il n'y a rien qui vous empêcherait de monter un court questionnaire à l'aide d'un outil technologique pour que les élèves se positionnent. Si vous souhaitez recueillir rapidement des réponses, vous pourriez également utiliser le type de question qui permet une échelle de gradation. Est-ce que tu te sentais bien? 1, 2, 3, 4, 5. Toutefois, avant de soumettre ce type de questionnaire-là aux élèves, vous allez devoir bien construire votre échelle de bien-être, si vous voulez, des différents éléments pour que les élèves aient une espèce de langage commun. Qu'est-ce que ça signifie un 4 sur 5, par exemple? Qu'est-ce que ça signifie un 5 sur 5? Alors oui, tout à fait. Plus vous allez poser de questions à vos élèves sur l'environnement général des lieux, plus vous allez récolter d'informations et vous allez être capable de créer un environnement conçu pour. Par exemple, pour certaines grilles, on pourrait avoir le confort environnement, le confort sensoriel, on va y parler plus tard. On pourrait voir comment je me sentais attentif, concentré. Est-ce que je trouvais que l'ambiance était agréable? Donc, ces éléments-là, vous pourriez vous faire votre grille. Et il y en a des grilles qu'on pourra vous proposer aussi qui vont vous aider à coter de 1 à 10 ces éléments-là. Tout à fait. France, pédagogie centrée sur les apprenants. Parce que c'est ce que l'on fait. On demande aux apprenants comment est-ce qu'ils se sentent à l'intérieur du milieu. Et là, je vous pose une question. On a parlé d'avoir le contrôle de la classe ou d'avoir le contrôle comme enseignant. On va nommer ça le contrôle des savoirs. Quand vous êtes en classe plus traditionnelle et que vous faites peut-être un enseignement qui est magistral pour une notion, je ne dis pas pour un enseignement totalement magistral, mais dans le cas où vous faites
un enseignement magistral, je vous pose une question. Avez-vous vraiment le contrôle sur les apprentissages de vos élèves? Êtes-vous capable réellement de l'entrer, permettez-moi l'image, par la force dans la tête de vos élèves? Êtes-vous certain qu'ils sont vraiment en train d'apprendre? Ce qu'on vous donne, c'est vraiment, avec l'aménagement flexible, un changement complet de position. Donc, c'est l'élève, ça devient une pédagogie qui est 100% centrée sur l'apprenant et ça lui permet à lui d'évoluer et de modifier son organisation selon son propre rythme, mais soyez assurés en respectant le bien collectif. Donc, on en a parlé. On a parlé de bien-être, on a parlé de partage de zones, de socialisation. Donc, tout ça, là, ce sont des éléments que l'élève doit respecter. Oui, il devient maître de ses apprentissages. Il va aller chercher les éléments nécessaires pour construire son savoir. J'espère que vous voyez qu'il y a vraiment complètement un revirement. Et là, je vous pose même une question, je vais plus loin. Quand on parle de zone, si on commence à penser à une pédagogie centrée sur l'élève, avez-vous encore besoin d'un TBI en avant avec une zone dédiée à l'enseignant et à ce type d'enseignement-là? Peut-être que le TBI, s'il est déjà accroché, on s'entend, on n'en pas le faire décrocher, mais peut-être que le point central, le point focal de la classe, en fait, je peux vous dire, pas peut-être, certainement, que le point focal ne sera plus à l'avant. On va parler d'une pédagogie centrée sur les élèves. Le point central va être toutes vos zones. Il n'existera plus. Il n'y aura plus d'avant, de côté, de derrière, de classe. Alors déjà, à partir du moment où l'enseignant marche sa classe, étant donné qu'il y a différentes zones de travail, on vient de perdre ce point de vue-là de la part de l'élève. Le prof est en avant et moi, j'ai décidé d'être en arrière. L'enseignant marche sa classe et plus on marche notre classe, plus on est capable de documenter les apprentissages des élèves aussi. L'organisation spatiale est définie par les zones complètement. Et ces zones-là tendent à changer même durant les différentes périodes d'année. Et on a envie d'être en mouvement. Donc, par où on commence? La fameuse question. Par où on commence? D'abord et avant tout, on veut vraiment revenir sur ce point-là pour faire un changement. La première chose qu'on vous demande, c'est changer votre pédagogie. Utilisez ce qui existe déjà dans votre classe. J'ai eu la chance, dans mon cas, de pouvoir sécuriser mon budget. On a commencé par changer notre pédagogie et puis c'est peut-être une bonne idée de demander à votre direction. Sécurisez un montant. Écoutez, moi, je veux faire des changements. Utilisez vos pupitres. Promenez-vous dans l'école. Allez voir s'il n'y a pas des éléments déjà existants qui pourraient vous permettre de faire ces changements-là. Pour ensuite, on passe au niveau des achats. Que là, chaque achat sera fait de façon intelligente et qu'on saura réfléchir. Donc, on va avoir fait des tests. Expérimenter avec le matériel disponible. Tout à fait. La première chose qu'on vous demande, quand on emménage dans une nouvelle maison, vous faites le ménage. On ne mettra pas tout dans les boîtes pour tout transférer. Est-ce que tout ce que vous avez dans votre classe, tout ce que vous avez accumulé, tout ce qu'on vous a légué, est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Est-ce que vous réutilisez réellement tout ce qui se trouve dans votre classe? Est-ce que ça serait peut-être, d'abord et avant tout, le bon moment de faire le ménage? De faire du désencombrement de mobilier pédagogique. Parce qu'on ne se cachera pas. Avant d'entrer du nouveau mobilier, vous allez fort probablement devoir vous délester d'autres mobiliers. Pour quelle raison? Parce que les espaces sont restreints et c'est sûr et certain qu'on ne peut pas se contenter d'ajouter et d'ajouter du mobilier. Tout ça nécessite de la place. Alors maintenant, portez un autre œil sur votre mobilier. Est-ce que tout ce que vous avez est nécessaire? Et si vous voulez vous laisser prendre au jeu, faites comme si, prétendez que demain matin, on vous demande de changer de local. Avec quoi est-ce que vous partez? Qu'est-ce que vous déménagez? Qu'est-ce qui part dans le camion de déménagement? Ou qu'est-ce qui reste? Alors, pensez-y, ça peut déjà vous donner une première idée. On aurait maintenant un appel à l'action. Maintenant, ça fait déjà un petit moment qu'on vous parle. Quel est votre premier objectif? Qu'est-ce que vous allez faire
demain. Quelle est la première chose dont vous voulez vous attaquer? À quoi vous voulez vous attaquer? On va être honnête. Pensez-y. C'est sûr que ça va vous demander un investissement. Un investissement pour vous. Gardez en tête vos apprenants. Gardez en tête aussi les parents. Donnez-vous un temps. Donc là, on vous demande, oui, un appel à l'action. Qu'est-ce que vous allez commencer par faire? Il pourrait y avoir 3 pistes. Est-ce que, 1, vous n'avez pas commencé enseignant d'aménagement flexible? Vous allez essayer de faire un dépouillement de mobilier. Est-ce que 2, vous avez déjà du mobilier qui est un peu différent, mais vous vous rendez compte que peut-être que vous devriez à ce moment-là continuer à changer votre pédagogie. Vous allez peut-être trouver que vos élèves ne sont pas assez en action ou encore que vous pourriez davantage exploiter certaines zones. Est-ce que 3, vous pourriez documenter davantage les apprentissages de vos élèves puisqu'ils travaillent de façon différenciée? On vient de vous dresser une espèce de progression pédagogique dans l'aménagement flexible. Où en êtes-vous rendu dans votre pratique? Bon, on vous laisse, on vous laisse encore quelques instants. Oui. Où en êtes-vous? Si vous en êtes rendu à modifier votre pratique pédagogique, et tout ceci peut se faire, même si notre mobilier n'est pas changé. Quand on a commencé à travailler en espace d'apprentissage flexible, on a d'abord et avant tout créé le besoin. Ça s'est manifesté par un dépouillement de mobilier et on a changé de place les vieux bureaux que l'on avait jusqu'à temps que nos patrons se rendent compte que oui, il est peut-être temps de faire quelque chose avec ça. On ne vous le cachera pas, on a même fait la même chose ici avec notre propre bureau. Oui, parce que ça semble très beau peut-être à la caméra, c'est derrière. Le dépouillement. On a le dépouillement. Allez regarder sur Twitter, on a laissé une trace, là, vous allez voir qu'on avait beaucoup de bureaux à l'arrière. Préparer son matériel pédagogique maintenant pour travailler en aménagement flexible, c'est extrêmement important. Malheureusement, trop souvent par manque de temps, pas par manque de bonne volonté, des enseignants reçoivent du mobilier d'aménagement pédagogique flexible. Parce qu'on veut faire le changement. On sent que le milieu est prêt au changement. Mais quand vous allez recevoir votre mobilier, il serait important également, non pas seulement de déballer les meubles, mais de sortir son agenda pédagogique et de préparer de nouvelles séquences. Portez maintenant attention à votre planification pédagogique. Quels sont les changements que vous pourriez y apporter pour, et comme je l'ai vu tantôt dans le fil de discussion, pour permettre aux enfants de manipuler encore davantage, de leur donner de l'autonomie? Est-ce que vous travaillez avec un plan de travail? Est-ce que vous pourriez faire ça? Regardez votre agenda maintenant. Quelles sont les tâches, si vous voulez démarrer un plan de travail, qui peuvent être faites par les élèves de façon autonome, sans que ce soit fait par tout le monde en même temps? C'est déjà une bonne porte d'entrée. Il y a des cours magistraux qui sont tout à fait souhaitables, nécessaires et requis en enseignement, mais est-ce qu'après ça, les périodes d'exercitation sont obligées d'être réalisées tout le monde en même temps? C'est une bonne porte d'entrée pour un plan de travail, ce qui vous permettrait aussi de créer des zones de travail. Les élèves qui sont plus forts peuvent aller travailler de différentes façons, tandis que vous regroupez autour de vous les élèves qui ont davantage besoin de soutien. Quand vous allez planifier votre temps de travail, votre plan de travail aussi, quand on travaille en flexible seating, là, on vous donne un truc de pédagogue parce qu'on s'est fait attraper. On va vous demander également de réfléchir à la sortie. Quel type de travaux est-ce que les élèves vont vous remettre? Allez-vous être capable de corriger, de porter un jugement professionnel, de garder des traces d'apprentissage des différents travaux qui vont sortir des différents îlots de travail? Il faut y penser à ça aussi, parce que combien de fois on a vu des enseignants engager leurs élèves dans des projets pédagogiques à très, très grande valeur, de très, très grande valeur,
mais qui malheureusement après se sont retrouvés avec beaucoup de temps à gérer tout ça après. Fait qu'on est capable de doser. Et là, je vous pose même une question. Devez-vous revoir tout ce qui a été fait? On a parlé d'autonomie plus tôt. Est-ce qu'il y a moyen pour les élèves d'avoir, oui, une rétroaction rapide de votre part, mais sont-ils capables d'avoir accès à des ressources qui vont leur permettre, vraiment d'aller chercher cette rétroaction-là, peut-être rapide, et ensuite vous signaler? Pensez au volume qui va revenir du changement pédagogique que vous allez faire. Tout à fait. Et si on parle des élèves qui sont en difficulté, on nous demande souvent lors des plans d'intervention d'évaluer à l'oral. C'est quelque chose que l'on va retrouver. On est capable, dans un environnement d'apprentissage flexible, de faire beaucoup de différenciation pédagogique. Pour quelles raisons? Parce qu'étant donné qu'on va avoir différentes zones dans notre classe, à l'aide de différents types de mobilier, les élèves peuvent, pour une même compétence, illustrer leur maîtrise de la compétence de différentes façons. Alors, pensez-y à ça également. Étant donné que les élèves ne feront pas tous la même chose en même temps, est-ce que vous imaginez maintenant le pouvoir que vous avez en différenciation pédagogique à ce moment-là? Les élèves qui ont la possibilité, dans leur plan d'intervention, d'aller montrer leurs compétences au niveau de l'oral, en enregistrement, bien, vous êtes capable maintenant de le permettre. Pourquoi? Parce que l'aménagement de la classe est différent et l'élève sera capable d'aller dans un petit coin, prendre le temps dont il a besoin pour effectuer un différent type de production. Pensez à préparer des ressources pour vos élèves. Quand je vous parlais tout à l'heure, on va parler d'autonomie, mais aussi de travail pour vous. On vous a dit 3 ans. Donc, il va falloir bâtir ces ressources-là, s'assurer que les ressources sont disponibles pour les élèves. On travaille plus en planification et peut-être moins en commercial. Tout à fait. Et pour ça, on pourra reparler, peut-être dans un autre webinaire, de quelle façon est-ce qu'on pourrait colliger toutes ces ressources-là qui sont disponibles des élèves à l'aide du numérique pour qu'elles soient facilement accessibles en tout temps. Concrètement, en classe, demain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la réflexion qu'on pose maintenant vous interpelle? Est-ce que présentement, votre type d'aménagement de classe vous permet de vous ajuster à vos intentions pédagogiques et aux besoins des apprenants dans votre classe? Ou est-ce que vous voyez déjà, maintenant, rapidement, certains éléments qui vous empêchent de réaliser cet objectif-là? À savoir. Quand on parle de gestion de classe, parce qu'on vous a parlé d'un chaos organisé, d'être en contrôle. En contrôle. On n'a pas le contrôle, mais on est en contrôle. Ça va être important de garder en tête qu'on change aussi un peu notre gestion de classe. Notre gestion de classe va être beaucoup plus bienveillante et axée sur le bien-être des élèves. On en a parlé. C'est important que l'élève se sente confortable dans ses assises, dans ses choix de position, dans ses zones. Donc, on change un peu notre façon d'être en gestion de classe. Ça va être important aussi d'accompagner l'élève. Donc, s'assurer avec lui, OK, quand tu travailles, est-ce un bon choix de position pour la tâche que tu vas faire? Ces éléments-là, ça va être important de le faire peut-être plus en individuel. Je vous dirais qu'en changeant notre gestion de classe, en ayant une pédagogie qui va être axée sur l'apprenant, on vient peut-être d'éliminer certains comportements négatifs. Certains élèves, parfois, adoptent des comportements négatifs pour susciter l'attention des autres. Parce que, dans le fond, ils viennent nous voler. Puis là, j'ai adoré, on est allé dans une école, on a parlé de prise d'otage. On prend la classe en otage avec ses blagues. Avec ses blagues, par exemple. Si tout le monde fait des zones différentes, l'impact n'est plus aussi grand avec ce type de blague-là, de ce type de prise d'otage de la classe. Donc, on vient de changer un petit peu la vision qu'on a et cet élève-là, nécessairement, ses comportements négatifs vont peut-être tomber. Ça va être important, si on adopte ce type d'aménagement-là, d'avoir quand même des règles de classe claires et établies. On doit s'assurer aussi que nos élèves, oui, ils les connaissent, mais surtout, ils les comprennent. Ça va être vraiment important pour le respect du bien collectif. Et à ce moment-là, la gestion de classe va être beaucoup plus facile. On passe souvent beaucoup de temps début d'année à enseigner l'agenda. Oui. Mais là, on va devoir enseigner le savoir-vivre et le savoir-être à l'intérieur des nouveaux espaces d'apprentissage. Et ne sous-estimez pas l'impact de la nouveauté chez les élèves, alors qu'ils se retrouvent souvent avec ce qu'ils perçoivent dès le départ, une grande liberté. Il va falloir apprendre à les contrôler et à leur demander de s'auto-contrôler dans ces espaces. On va les outiller pour le faire, tout à fait. Et là, ça va être important de les accompagner là-dedans. Je tiens quand même à vous soulever un petit point. Dans vos règles de classe,
si vous contrôlez les déplacements, si vous contrôlez vraiment les changements de zone, vous brisez le flow. Mais dans le fond, votre classe flexible ne l'est plus tant que ça. Votre classe flexible devient une classe imposée. Si on voit des fois, par exemple, des tableaux, l'élève met son nom et c'est là qu'il va être assis pour la prochaine demi-heure. On vient d'aller un petit peu à l'encontre. On vient simplement de retrouver des classes traditionnelles avec du beau nouveau mobilier. Alors, on veut éviter de tomber là-dedans. Donc, Oui, par des exemple, Oui, des règles. si je donne un exemple, ça peut être de demander de se déplacer en marchant un peu plus silencieusement quand dans le ballon, par exemple. Tout à fait. Ça peut être, si on est assis sur un ballon thérapeutique, mais de garder les fesses sur le ballon en quittant, de rebondir doucement et les pieds en contact avec le sol. Donc, on vient, avec ces règles-là, éviter que ça dégénère et d'avoir à appliquer une règle qui aurait été beaucoup plus restrictive et qui aurait limité la classe flexible. Tout à fait. Mais ça demande une période de découverte, une période de modélisation. Oui, et une période où vous allez rester clair et ferme sur vos règles avec des conséquences clairement nommées et établies, comme dans tout autre cadre de gestion de classe. Je peux vous assurer, par expérience, que les comportements négatifs d'élèves, les bruits, les déplacements, malgré tout ce qu'on peut penser, on va se dire, on leur donne tout pour pouvoir bouger. Ils vont me déranger. Je ne vous cacherai pas que tous les petits bruits fatigants de crayons sur la table, de déplacements, tout ce qui traduisait un besoin de bouger vient d'être éliminé complètement. Mais vraiment complètement. On pourrait parler du défi que va représenter la proximité, par exemple. Oui, tout à fait. Parce que quand on parle d'aménagement flexible, de remettre le contrôle aux élèves et de ne pas nécessairement être en contrôle, ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui fait exactement la même chose en même temps. Quoique, France l'a tout à fait nommé en début de webinaire, il y a des moments où la classe peut tout à fait revenir à un aspect plus traditionnel, parce que vous devez savoir que c'est aussi très demandant cognitivement pour les élèves. Alors, si on sent qu'on a des moments où le groupe répond moins bien, on n'hésite pas, on redonne sa bulle à tout le monde. Mais ça fait quand même en sorte que le reste du temps, on va devoir gérer ce que l'on appelle le défi de la proximité. Et une des craintes des enseignants, est-ce qu'ils vont copier? Est-ce qu'ils vont plagier? Et là, on aurait envie de parler de la copie avec vous autres. La copie est quelque chose qui peut tout à fait être sain, faire partie d'un processus créatif, contrairement au plagiat. Et c'est pour ça que d'emblée, je vous ai dit le mot copie et non plagiat. Et non plagiat. Alors, copier, qu'est-ce que c'est? Copier, c'est apprendre, c'est reproduire pour apprendre. Ça fait partie d'un processus créatif. On vous encouragerait à aller lire toutes les biographies des plus grands artistes ou des entrepreneurs qui ont énormément de succès. Ils vont tous nous dire qu'ils ont copié, qu'ils ont trouvé l'inspiration à quelque part. Copier, c'est reproduire avant de se l'approprier. Quand on copie, on est en train de faire quelque chose de nouveau à partir de quelque chose que l'on a appris. C'est une forme de modélisation et c'est tout à fait souhaitable. C'est un peu ce que vous faites aussi. Peut-être que vous utilisez les médias sociaux pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Peut-être que vous consultez Pinterest, Facebook, Twitter pour vous inspirer. Oui. Vous êtes en train de copier. On se colle au meilleur. Alors ça, c'est de la copie. On se l'approprie pour devenir meilleur. Le plagiat, par exemple, ça, c'est complètement autre chose. Le plagiat, c'est de s'approprier la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre. C'est de faire passer comme étant le sien le travail de quelqu'un d'autre. C'est une usurpation d'identité, dans le fond. Alors, c'est important de faire la différence avec les élèves. Mais quand on travaille en aménagement flexible, quand on travaille avec une pédagogie qui est différenciée, quand on permet aux élèves de créer du contenu différent pour aller prouver, pour aller nous démontrer leurs apprentissages, eh bien, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, le plagiat devient beaucoup plus difficile parce qu'on s'attend à ce que chacune des productions soit unique. Toutefois, parce qu'on vous l'a dit, ça peut demander plusieurs années de faire le changement. Si jamais vous avez des craintes que vous devez passer une évaluation et que la proximité représente un défi, n'hésitez pas. Vous avez un mobilier qui est agile, à tout redéplacer pour vous assurer que ça se passe bien. On se permet ça. On n'est pas constamment en mode aménagement flexible si on ne le sent pas. On se donne la possibilité de changer.
Donc, si on parle de pédagogie qui va être axée sur les besoins des élèves, ça va être super important, concrètement, dans chacun des travaux qu'on va donner à nos élèves, de leur cibler et d'identifier les attentes, les critères et les visées pédagogiques. Ces éléments-là, si on veut éliminer le plagiat, d'abord, permettent à l'élève d'être capable d'identifier ce qu'il fait, la tâche. Il est capable maintenant de savoir pourquoi il l'a fait et quels sont les buts et les visées. Tout à l'heure, je vous ai juste glissé un mot sur les parents. Pour un parent à qui il y a un changement aussi majeur dans une classe, parce qu'on va se le dire, nous sommes tous allés à l'école dans une pédagogie qui était peut-être plus traditionnelle. Vous arrivez avec des nouveaux moyens. Vous êtes convaincus. Votre établissement est convaincu. Mais vos parents, peut-être pas. Il faut leur laisser un temps d'adaptation. En identifiant clairement quelles sont vos visées pédagogiques, quels sont les critères, quelles sont les attentes, ça vous permet, vous, de pouvoir nommer aux parents ce que vous faites en classe. Où se trouvent ces éléments-là? Je vous invite à ouvrir vos progressions des apprentissages et à ouvrir aussi vos programmes du ministère. Ces éléments-là, ça ne s'invente pas. Ces éléments-là se retrouvent à l'intérieur de ces documents-là qui sont officiels et qu'on devrait peut-être consulter un peu plus souvent. C'est aussi des éléments qui vont vous permettre d'avoir un langage qui sera commun. Si vous êtes plusieurs collègues à utiliser l'aménagement flexible ou non. Donc, si par exemple, la classe à côté est un peu plus traditionnelle, si vous et votre collègue, vous utilisez le même langage pour le parent, peu importe l'aménagement qui a été choisi, les visées pédagogiques, elles sont claires et elles sont légales. Si on veut éviter le plagiat, je vais simplement faire un lien avec quelque chose qui est apparu dans le fil de conversation, parce que tu as parlé des collègues qui ont peut-être une classe un petit peu plus traditionnelle. On peut également devenir des facteurs de changement. Oui, il y a plusieurs, on vous encouragerait, si vous êtes une personne qui est intéressée ou qui travaille déjà avec des environnements d'apprentissage flexible, devenez des contaminateurs. Je pense qu'on ne le fait pas assez, mais il y a de plus en plus d'écoles qui commencent à effectuer ce changement-là. Invitez vos collègues à aller vous donner un coup de pouce à l'intérieur de votre classe pour qu'elles voient qu'on a moyen d'être en contrôle alors qu'on n'exerce pas le contrôle en avant de la classe. Ce que France disait aussi, de se permettre un changement sur 2-3 ans, nous permet également de vaincre ou d'atténuer la résistance au changement à l'intérieur de nos milieux parce que le changement de la culture scolaire et de la culture pédagogique va s'effectuer en douceur et que vous aurez la possibilité de documenter vos interventions, alors garder des traces de ce que les élèves vont vous dire et vous allez être capable aussi de présenter ces traces-là. Alors, votre démarche sera appuyée. Je vais me permettre de vous dire que si vous voulez que vos élèves ne fassent pas du plagiat, la première chose, si on leur donne accès à plein de ressources, c'est de s'assurer que les travaux qu'on leur demande, les phrases d'apprentissage, elles sont, si vous me permettez, non googlables. Donc, ça va être des éléments qu'ils devront construire, qu'ils devront mettre à leur couleur. Ils devront, au lieu que ce soit vous qui travaillez pour leur donner tellement de questions à répondre, ils devront, eux, vous convaincre et vous démontrer qu'ils ont compris les éléments que vous avez identifiés. On a parlé d'attente, de critères, de visée pédagogique. Tous ces éléments-là, ils devront vous le prouver. Ils vont donc pouvoir créer quelque chose qui va répondre à vos attentes et qui sera différente, donc dans une pédagogie différenciée pour chacun d'entre eux. Et là, je me permets, si tout le monde fait des choses différentes, ça veut donc dire que vos critères d'évaluation doivent être aussi très clairs parce que vous devez pouvoir évaluer chacune des productions différentes avec les mêmes critères. Et là, on parle vraiment de peut-être jeter des éléments qu'on utilisait aux poubelles. On vous l'a dit, 3 ans. Ne brûlez pas tout de suite tous vos cahiers d'exercice, s'il vous plaît. Ça va vous demander de l'énergie. Quand je vous parle de planification, on vous a parlé d'énergie au début. De planifier ces tâches-là, de planifier les différents moyens possibles pour les élèves. Ça va vous demander du temps, ça va vous demander de l'énergie. Prenez le temps de créer ce que je viens de lire dans le fil de conversation, un préjugé favorable à votre démarche pédagogique. Et ça va aller au-delà de ce que vous êtes en train de faire dans votre classe. Ça va devancer de toutes vos démarches. Et là, c'est là aussi où gardez-vous, par exemple, toute cette énergie-là que vous allez devoir investir là-dedans. Gardez vos cahiers pour être en soutien à ce que vous allez faire. On vous a parlé de vous donner le temps. Possiblement qu'on peut commencer avec un aménagement flexible
3 jours par semaine seulement, retourner plus dans le traditionnel d'autres jours. Suivez vos besoins, parce qu'il y a plusieurs formes de travail qui existent et soyez à l'écoute de vos élèves. Sachez que travailler de cette façon-là, c'est cognitivement très exigeant. Si on vous demandait en tant qu'adulte d'être en mode collaboration, d'être en mode social et d'être en mode création tout au long de vos journées, ce serait impossible. On va parler des bulles tantôt, mais écoutez, on a besoin des fois de reculer. Ce qui nous amènerait à différents types de tâches que l'on peut proposer aux élèves dans un environnement flexible. Alors, on a du mobilier qui est différent, on est capable de créer des espaces de travail, mais qu'est-ce qu'on leur donne à faire une fois qu'on a revu notre pédagogie? Est-ce qu'on va les occuper? Pour les occuper. Et on a quand même toujours la réussite scolaire de nos élèves qui est en tête. Est-ce que le fait de travailler en environnement flexible, ça sous-entend toujours que les élèves sont obligés de collaborer? Pas du tout. Maud vous l'a dit, c'est cognitivement difficile et demandant d'être en collaboration. Ça va être vraiment important, surtout, là, on va prendre un exemple d'un plan de travail. Au courant de votre semaine, ça va être important d'avoir des tâches qui seront faites de façon individuelle. Pour porter un jugement professionnel sur les compétences individuelles de l'élève. C'est important aussi ça. Et notamment pour permettre à l'élève de pouvoir retrouver sa fameuse bulle. De décider que, par exemple, lui, le matin, il fonctionne mieux seul. Lui, en fin de journée, ça se peut qu'à ce moment-là, il fonctionne mieux seul. Cet élève-là, cette journée-là, préfère travailler tout seul. Il n'a pas l'esprit à la collaboration. Je comprends que, en fait, les choix de chacun des élèves, c'est en fonction de leurs besoins, de la nature de la tâche et des objectifs de la tâche. Et peut-être aussi en fonction de la documentation pédagogique dont l'enseignant a besoin. À certains moments, même si on est en train de travailler en aménagement flexible, on va avoir besoin de poser notre jugement professionnel par rapport au niveau de compétence d'un élève. Alors, il n'y a absolument rien de mal à proposer des tâches qui sont individuelles. Et outre le mobilier, si on a un niveau de bruit qui est tout à fait acceptable dans une classe, il y a moyen simplement d'utiliser des coquilles qui, trop souvent, malheureusement, sont exclusivement réservées pour les élèves qui présentent des difficultés attentionnelles. Et souvent, ces élèves-là se sentent stéréotypés, ils ne veulent pas les porter parce qu'ils sont identifiés. C'est accessible à tous. Tout à fait. Si on en fait un outil de travail qui te permet de retrouver ton état de flow lors des tâches individuelles, eh bien là, on vient de faire une pierre deux coups. C'est un élément qui est utilisé par tous. Puis on parle des besoins des élèves, mais ce que tu dis aussi est juste les besoins de l'enseignant, donc un besoin d'évaluer ou même un besoin une journée d'avoir un environnement qui est moins stimulant pour passer une matière qui peut être plus demandante. Ça fait partie des besoins qui amènent un type d'aménagement différent. Et gardez en tête que les tâches individuelles devraient constituer la majorité de votre plan là, de semaine. Là. Donc, il faut vraiment que l'élève, c'est pas que du collaboratif. Suivez votre flow pédagogique. Il y a des semaines où le collaboratif va peut-être prendre un peu plus le devant de la scène parce que vous êtes en projet, mais il y a d'autres semaines où il y aura des tâches qui sont individuelles. Les tâches individuelles, du point de vue de l'enseignant, si on s'imagine qu'il y a différentes zones de travail, sont quand même assez faciles à gérer, à documenter les apprentissages. Pourquoi? Parce que chaque élève individuellement va devoir déposer une trace d'apprentissage qui sera soit déposée dans son portfolio, ça peut se traduire aussi par un cahier qui est déposé, un travail qui est remis via Classroom, quoi que ce soit. Ça, c'est assez facile à contrôler. Mais quand vous allez devoir avoir des tâches collaboratives, on espère que vous allez utiliser les outils numériques dont vous disposez pour être capable de suivre les progrès, être en contrôle, d'exercer un suivi sur chacun des tâches collaboratives qui sont effectuées un petit peu partout dans les différentes zones. Alors, pensez-y, avant de mettre les élèves en projet, en tâches collaboratives, alors que vous allez être concentré à donner peut-être un cours de récupération à des élèves qui ont besoin d'un petit peu plus de soutien, quelles sont les consignes à donner à ces élèves-là? Est-ce que vous avez peut-être un site Internet? Vous avez peut-être un enregistrement si vos élèves ne savent pas lire encore, ou même si vos élèves savent lire. De quelle façon est-ce que ces élèves-là vont être autonomes dans la tâche pour ne pas qu'ils viennent interférer avec vous qui êtes en train de travailler en sous-groupe? Et c'est là où vous allez, développer vos tâches individuelles, vos tâches de soutien.
Vous allez également, à ce moment-là, travailler vos outils de suivi. On espère que vous allez vous plancher sur du numérique parce que c'est sûr et certain qu'au niveau de l'ergonomie, ça pourrait facilement vous donner un coup de pouce. Et de quelle façon est-ce que les consignes seront rappelées aux élèves pour éviter qu'il y ait constamment des interférences alors que vous êtes en train de mettre des élèves en zone proximale de développement, des élèves qui ont besoin de votre soutien. Et là, ce dont je suis en train de parler ici, c'est qu'une fois que toute cette base-là pédagogique est bien organisée, que les autres élèves sont autonomes pendant un laps de temps déterminé, vous allez être capable de faire de l'enseignement en sous-groupe de besoins. Et c'est là où l'aménagement flexible prend toute sa signification aussi au-delà du mobilier. Et c'est là où, quand on vous parle de travailler avant dans votre planification, tout à fait. C'est tout ça doit déjà être prêt. Tâches individuelles, oui, c'est plus facile à faire. Les tâches collaboratives, est-ce que les élèves vont avoir des outils qui vont leur permettre d'être autonomes dans leur collaboration? C'est là où ça peut peut-être valoir la peine de prendre 1 année, 2 ans, 3 ans pour créer des petits tutoriels, vous enregistrer, que les élèves soient autonomes au niveau des consignes. Et troisièmement, vous allez être capable là de créer vos sous-groupes de besoins et de dégager du temps individuel